Harry Potter et les méthodes de la rationalité, chapitre 49. Information a priori. Un garçon attend dans une petite clairière, à la lisière de la forêt non interdite, près d'un chemin de terre qui se prolonge vers les portes de Poudlard d'un côté et vers l'horizon de l'autre. Une charrette se trouve non loin, et le garçon se tient à bonne distance de celle-ci. Il la regarde fixement. Au loin, une silhouette s'approche le long du chemin de terre. Un homme en robe de fonction se traînant lentement, ses épaules affaissées, ses chaussures élégantes soulevant de petits nuages de poussière le long de ses pas. Une demi-minute plus tard, le garçon lui jette un autre coup d'œil rapide avant de revenir à sa surveillance, et cet aperçu lui montre que les épaules de l'homme se sont redressées, que son visage s'est affermi, et que ses chaussures marchent maintenant avec légèreté au-dessus de la terre sans laisser de traces de poussière derrière elles. « Bonjour, professeur Quirrell !» dit Harry sans laisser ses yeux se détourner à nouveau de la charrette. « Salutations !» dit la voix calme du professeur Quirrell. « Vous semblez garder vos distances, monsieur Potter. J'imagine que vous ne remarquez rien d'étrange quant à notre moyen de transport. »« Étrange ?» répondit Harry en écho. « Ma foi, non, je ne peux pas dire que j'y vois quoi que ce soit d'étrange. Tout semble y être dans les proportions habituelles. 4 sièges, 4 roues, 2 immenses chevaux squelettes ailés. » Un crâne entouré de peau se détourna et lui montra ses dents, solides et blanches, dans leur bouche caverneuse et noire, comme pour indiquer que l'affection était réciproque. L'autre cheval squelette noir et tanné fit un geste de la tête, comme pour piaffer, mais aucun son ne fut produit. « Ce sont des sombrales, et ils ont toujours tiré la charrette, » dit le professeur Quirrell d'un ton assez paisible, alors qu'il montait sur le banc avant de la charrette et s'asseyait le plus à droite possible. Ils ne sont visibles qu'à ceux qui ont vu la mort et l'ont comprise, une défense utile contre la plupart des prédateurs. J'imagine que la première fois que vous avez fait face aux détraqueurs, votre pire souvenir s'est avéré être la nuit de votre rencontre avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Harry hocha la tête d'un air lugubre. Le professeur Quirrell avait deviné juste, mais pour les mauvaises raisons. Ceux qui ont vu la mort. « Vous êtes-vous, ce faisant, souvenu de quoi que ce soit d'intéressant ?»« Oui, dit Harry. En effet. Cela seulement, et rien de plus, car il n'était pas encore prêt à émettre des accusations. » Le professeur de défense eut un de ses sourires secs et lui fit signe de venir d'un doigt impatient. Harry franchit la distance qui les séparait et monta dans la charrette en grimaçant. La sensation funeste était devenue sensiblement plus forte après le détraqueur, même si elle s'était lentement affaiblie auparavant. La distance maximale entre lui et le professeur Quirrell autorisée par la charrette ne semblait plus suffire, loin de là. Les chevaux squelettes se mirent alors au trot et la charrette se mit en mouvement, les menant vers les frontières externes de Poudlard. Le professeur Quirrell repassa en mode zombie et même si la sensation funeste se rétracta, elle planait toujours à la limite de la perception de Harry, impossible à ignorer. La forêt défila, alors que la charrette les emportait, les arbres passant à une vitesse qui semblait tout à fait dérisoire comparée à celle d'un balai ou même d'une voiture. Harry songea qu'il y avait quelque chose d'étrangement relaxant à voyager si lentement. Cela avait certainement détendu le professeur de défense, qui s'était affaissé, un petit filet de bave sortant de sa bouche molle et faisant une flaque sur ses robes. Harry n'avait toujours pas décidé de ce qu'il pourrait avoir à déjeuner. Ses recherches en bibliothèque ne lui avaient pas permis de déceler le moindre signe d'un sorcier parlant à des plantes non magiques, ou à aucun autre animal non magique, hormis le serpent. Même si Sort et Parole de Paul Breedlove avait fait le récit de la fable probablement mythique d'une sorcière nommée la Dame des écureuils volants. Ce que Harry voulait faire, c'était en parler au professeur Quirrell. Le problème était que le professeur Quirrell était trop malin. À en juger par la réaction de Draco, cette histoire d'héritier de Serpentard était une bombe, et Harry n'était pas certain de vouloir mettre qui que ce soit d'autre au courant. Et au moment où Harry parlerait de fourche-langue, le professeur Quirrell le fixerait de ses yeux bleu pâle et dirait « Je vois, monsieur Potter, vous avez donc enseigné le Patronus à monsieur Malfoy, et avez accidentellement parlé à son serpent. » Le fait qu'il n'y aurait pas dû y avoir de preuves assez fortes pour localiser la bonne explication parmi toutes les hypothèses n'avait aucune importance, et c'était sans parler de la façon dont il aurait pu dépasser la force de l'improbabilité a priori. D'une façon ou d'une autre, le professeur de défense l'aurait quand même déduit. Harry soupçonnait parfois le professeur Quirrell d'avoir bien plus d'informations qu'il ne le laissait savoir, car ses a priori étaient tout simplement trop bons. Parfois, ses déductions incroyables étaient justes même quand ses raisons étaient mauvaises. Le problème était que Harry n'arriverait pas à voir comment le professeur aurait pu se procurer un seul indice de plus au sujet de la moitié des choses qu'il devinait. Juste une fois, Harry aurait aimé faire une espèce de déduction incroyable à partir d'une parole du professeur Quirrell, une déduction qui le prendrait totalement au dépourvu. « Je prendrai un bol de soupe de lentilles avec de la sauce soja, » dit le professeur Quirrell à la serveuse. « Et pour monsieur Potter, un plat de chili Norman maison. » Harry hésita, en plein désarroi. Il avait pris la résolution de s'en tenir au plat végétarien pour le moment, mais il avait oublié au cours de ses délibérations que c'était le professeur Quirrell qui commandait les plats, et il serait maladroit de protester maintenant. La serveuse s'inclina et se tourna pour partir. Excusez-moi, ça ne contient pas de viande de serpent ou d'écureuil volant. »
La serveuse ne battit pas un cil et se tourna simplement vers Harry, puis elle secoua la tête, s'inclina de nouveau poliment et reprit son trajet vers la porte. Les autres parties de Harry se moquaient de lui. Gryffondor faisait des commentaires sardoniques quant au fait qu'un peu de désagrément social suffisait à le pousser au cannibalisme, crié par Poupoussouffle, et Serpentard remarquait qu'il était bon que l'éthique de Harry soit flexible lorsqu'il s'agissait de buts importants tels que le maintien de bonnes relations avec le professeur Quirrell. Après que la serveuse ait fermé la porte derrière elle, le professeur Quirrell agita une main pour fermer le loquet, prononça les 4 sortilèges d'intimité habituels et dit « Une question intéressante, monsieur Potter. Je me demande pourquoi vous l'avez posée. » Harry maintint une expression neutre. « Je m'informais sur le Patronus plutôt, dit-il. À en croire le Patronus, ceux qui en étaient capables et les autres, il s'avère que Godric n'en était pas capable, mais que Salazar si. J'ai été surpris, alors j'ai suivi la référence dans 4 vies de pouvoir, et j'ai ensuite découvert que Salazar Serpentard était censé pouvoir parler aux serpents. La séquentialité et la causalité étaient 2 choses différentes, mais ce n'était pas la faute de Harry si le professeur Quirrell était passé à côté. D'autres recherches révélèrent une vieille histoire au sujet d'une déesse mère capable de parler aux écureuils volants. J'étais un peu inquiet à l'idée de manger une chose douée de parole, et Harry prit une gorgée d'eau d'un air décontracté. Juste quand le professeur Quirrell répondit « Monsieur Potter, aurais-je raison de deviner que vous aussi êtes fourche-langue » Quand Harry eut fini de tousser, il reposa son verre sur la table et fixa son regard sur le menton du professeur Quirrell plutôt que sur ses yeux. Puis il dit « Vous êtes donc capable d'opérer l'égilimancie à travers mes barrières occlumantiques ?» Le professeur Quirrell avait un large sourire. « Je prendrais cela comme un compliment, monsieur Potter, mais non. Je ne marche plus, dit Harry. Il est impossible que vous en soyez arrivé à cette conclusion en vous basant sur ces informations. » Bien sûr que non, dit calmement le professeur Quirrell. Je comptais vous poser cette question aujourd'hui de toute façon, et j'ai simplement choisi le moment opportun. Je le soupçonne depuis décembre, à vrai dire. Décembre, dit Harry. Je l'ai découvert hier. Ah, vous ne vous étiez pas rendu compte que le message du Choixpeau à votre intention avait été en fourche-langue? Le professeur Quirrell avait parfaitement choisi son moment, une fois de plus, juste quand Harry avait pris un petit peu d'eau pour s'éclaircir la gorge après la première quinte de tout. Harry ne s'en était pas rendu compte, pas avant cet instant. C'était bien sûr devenu évident dès que le professeur Quirrell l'avait dit. Mais oui, le professeur McGonagall lui avait même dit de ne pas parler aux serpents quand ils pouvaient être vus. Mais il avait pensé qu'elle avait fait la référence à des statues ou à des monuments architecturaux de Poudlard ressemblant à des serpents. Double illusion de transparence. Il avait pensé qu'elle l'avait compris, elle avait pensé qu'il l'avait comprise. Mais comment? Donc, dit Harry, vous avez opéré une légilimancie sur moi pendant mon premier cours de défense afin de découvrir ce qu'il s'était passé avec le Choixpeau. Alors je ne l'aurais pas découvert en décembre. Le professeur Quirrell s'inclina contre le dossier de sa chaise en souriant. « Ce n'est pas une énigme que vous pouvez résoudre seul, monsieur Potter, et je vais donc vous révéler la réponse. Pendant les vacances d'hiver, j'ai été informé du fait que le directeur avait soumis une requête pour qu'un jury à huis clos réexamine le cas d'un certain monsieur Rubeus Hagrid, que vous savez être le gardien des clés de Poudlard, et qui a été accusé du meurtre de Mimi Géniard en 1943. Oh bien sûr, dit Harry. Voilà qui rend parfaitement évident le fait que je suis un fourche-langue, professeur par tous les suaves serpents susurrants. L'autre suspect du meurtre était le monstre de Serpentard, le légendaire habitant de la chambre des secrets. C'est la raison pour laquelle mes sources m'ont alerté de ce fait, et pourquoi il a suffisamment attiré mon attention pour que je dépense une bonne quantité de pots de vin afin d'apprendre les détails de l'affaire. Maintenant, monsieur Potter, il se trouve que monsieur Hagrid est innocent, tellement évidemment innocent que c'en est ridicule. Il est le témoin de l'innocence la plus flagrante à avoir été condamné par le système judiciaire d'Angleterre magique depuis que le sort de confusion opéré par Grindelwald sur Neville Chamberlain a été mis sur le dos d'Amanda Knox. Le directeur d'Ipet a usé de l'un des élèves comme d'une marionnette afin d'accuser monsieur Hagrid parce qu'il avait besoin d'un bouc émissaire auquel reprocher la mort de mademoiselle Géniard. Et notre merveilleux système judiciaire a agréé que l'histoire était suffisamment plausible pour justifier l'expulsion de monsieur Hagrid et la confiscation de sa baguette. Notre directeur actuel a simplement besoin d'apporter quelques éléments de preuve supplémentaires suffisamment importants pour que le jury se réunisse de nouveau. Et puisque ce n'est plus Dipet qui fait pression mais Dumbledore, le résultat est couru d'avance. Lucius Malfoy n'a pas de raison particulière de craindre le jour où monsieur Hagrid sera innocenté. Il ne résistera donc à cet appel que dans la mesure où cela ne lui coûtera rien tout en imposant des frais à Dumbledore, et Dumbledore est clairement prêt à poursuivre en dépit de cela. Le professeur Quirrell but une gorgée d'eau. Mais je digresse. Le nouvel élément de preuve promis par le directeur est un sortilège lié au Choixpeau, jusqu'alors jamais détecté, et qui, selon le directeur, répond uniquement aux fourches-langues de Serpentard. Le directeur soutient l'interprétation selon laquelle la chambre des secrets a bien été ouverte en 1943, soit approximativement à l'époque où celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qu'on sait être fourche-langue, étudiait à Poudlard. C'est un raisonnement assez discutable, mais un jury pourrait décider que cela fait suffisamment pencher la balance pour mettre en doute la culpabilité de monsieur Hagrid, du moins si le jury parvient à garder un air sérieux en disant cela. Et nous en arrivons maintenant à la question cruciale, comment le directeur a-t-il découvert ce sort caché dans le Choixpeau?
Le professeur Quirrell avait maintenant un fin sourire. Eh bien, en supposant maintenant qu'un fourche-langue se soit trouvé dans la fournée d'élèves annuels, ce serait un héritier de Serpentard potentiel. Vous devez admettre, monsieur Potter, que vous vous démarquez à chaque fois qu'il s'agit de trouver une personne extraordinaire. Et si je me demande alors quel nouveau Serpentard courrait le plus de risques de voir son intimité mentale envahie par le directeur dans le but spécifique de trouver des souvenirs du triage, eh bien, vous vous démarquez encore plus. Le sourire disparut. Vous voyez donc, monsieur Potter, que ce n'est pas moi qui envahis votre esprit, même si je ne vous demanderai pas de présenter vos excuses. Ce n'est pas votre faute si vous avez cru aux dénégations de Dumbledore quant à son intrusion dans votre intimité mentale. Mes excuses les plus sincères, dit Harry en gardant une expression neutre. Le strict contrôle qu'il exerçait sur lui-même constituait une confession à lui seul, tout comme la sueur qui maculait son front. Mais il ne pensait pas que le professeur Quirrell en tirerait quelque information que ce soit. Il penserait seulement que Harry était nerveux à l'idée d'avoir été révélé être l'héritier de Serpentard, plutôt qu'à l'idée qu'il puisse se rendre compte que Harry avait délibérément choisi de trahir le secret de Serpentard. Choix qui n'avait maintenant plus l'air si malin que ça. Donc, monsieur Potter, quelques progrès dans votre quête de la chambre des secrets ? Non, pensa Harry. Mais pour maintenir un déni plausible, il fallait avoir l'habitude d'esquiver certaines questions, même lorsque l'on n'avait rien à cacher. Avec tout votre respect, professeur Quirrell, si j'avais fait de tels progrès, il ne me paraît pas comme totalement évident que je devrais vous en faire part. Le professeur Quirrell sirota de nouveau son verre d'eau. Dans ce cas, monsieur Potter, je vous dirai librement ce que je sais ou soupçonne. D'abord, je crois que la chambre des secrets est réelle, tout comme le monstre de Serpentard. La mort de mademoiselle Géniard n'a été découverte que plusieurs heures après s'être produite, alors que l'école aurait dû instantanément alerter le directeur. Son meurtre a donc été commis soit par le directeur Dippet, ce qui est peu probable, soit par une entité à laquelle Salazar Serpentard a donné un niveau d'accès au donjon supérieur à celui du directeur lui-même. Ensuite, je soupçonne que, contrairement à la légende populaire, la fonction du monstre de Serpentard ne soit pas de débarrasser Poudlard de tous les nés moldus, à moins que le monstre ne soit assez puissant pour vaincre le directeur et tous les enseignants. Il ne pourrait alors triompher par la force. Plusieurs meurtres commis dans le secret feraient fermer l'école, comme cela a failli arriver en 1943, ou provoqueraient l'installation de nouveaux locaux. Alors, pourquoi le monstre de Serpentard, monsieur Potter ? Quelle est sa véritable fonction ? Ah ! Harry baissa les yeux jusqu'à son verre d'eau et essaya de réfléchir. Pour tuer quiconque entre dans la chambre et n'y a pas sa place ? Un monstre assez puissant pour vaincre une équipe de sorciers ayant brisé les meilleures barrières dont Salazar aurait pu équiper sa chambre ? Peu probable. Harry se sentait un peu sous pression. Eh bien, on l'appelle la chambre des secrets, alors peut-être que le monstre a un secret, ou qu'il est le secret. D'ailleurs, quel genre de secret la chambre des secrets abritait-elle ? Harry n'avait pas fait beaucoup de recherches sur le sujet, en partie parce qu'il avait eu l'impression que personne ne savait rien. Le professeur Quirrell souriait. Pourquoi ne pas simplement écrire le secret ? Ah, dit Harry, parce que si le monstre parle fourche-langue, cela assure que seul un véritable descendant de Serpentard pourrait l'entendre. Il serait assez simple de lier les barrières de la chambre à une phrase prononcée en fourche-langue. Pourquoi prendre la peine de créer le monstre ? Ça ne peut pas avoir été facile de créer une créature capable de vivre pendant des siècles. Allons, monsieur Potter, cela devrait être évident. Quels sont les secrets qui peuvent être transmis d'un être vivant à un autre, mais jamais écrits ? Harry le vit alors, avec un choc d'adrénaline qui fit bondir son cœur, et sa respiration s'accéléra. Oh ! Serpentard avait en effet été fort rusé, assez pour trouver un moyen d'outrepasser l'interdit de Merlin. Les sortilèges puissants ne pouvaient être transmis par des fantômes ou par des livres, mais si vous pouviez faire une créature sentiente capable de vivre assez longtemps et avec une assez bonne mémoire... Il me semble très probable, dit le professeur Quirrell, que celui dont on ne doit pas prononcer le nom a commencé son ascension au pouvoir grâce à ses secrets, obtenus de la bouche du monstre de Serpentard, que le savoir perdu de Salazar est la source de l'extraordinaire puissance de vous savez qui, d'où mon intérêt pour la chambre des secrets, et le câble de monsieur Hagrid. Je vois, dit Harry. Et si lui, Harry, pouvait trouver la chambre des secrets de Salazar, alors tout le savoir perdu que Lord Voldemort avait obtenu serait aussi le sien. Oui, c'était exactement comme ça que l'histoire devrait se dérouler. Ajoutez l'intelligence supérieure de Harry, quelques découvertes magiques originales et quelques lance-roquettes moldues et le combat serait totalement déséquilibré, ce qui était exactement ce que Harry souhaitait. Harry souriait à présent, un sourire très maléfique. Nouvelle priorité, trouver tout ce qui à Poudlard ressemble de près ou de loin à un serpent et essayer de lui parler, en commençant avec tout ce que tu as déjà essayé, mais en parlant en fourche-langue et pas en anglais. Arrange-toi pour que Draco te laisse entrer dans les dortoirs de Serpentard. Ne vous réjouissez pas trop, monsieur Potter, dit le professeur Quirrell. Le visage de ce dernier s'était vidé de toute expression. Vous devez continuer de réfléchir. Quels furent les derniers mots du Seigneur des Ténèbres à l'intention du monstre ? Quoi ? dit Harry. Comment l'un de nous deux pourrait-il le savoir ? Visualisez la scène, monsieur Potter. Laissez votre imagination se charger des détails. Le monstre de Serpentard, probablement une sorte de grand serpent, afin que seul un fourche-langue puisse lui parler, a fini de faire part de tout le savoir qu'il possède à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il lui transmet l'ultime bénédiction de Salazar et le prévient que la chambre des secrets doit maintenant rester fermée jusqu'à ce que le prochain descendant de Salazar se révèle être assez rusé pour l'ouvrir. Et celui destiné à devenir le Seigneur des Ténèbres hoche la tête et lui dit «
Avada Kedavra, dit soudain Harry, se sentant malade. Règle numéro 12, dit doucement le professeur Quirrell. Ne laisse jamais la source de ton pouvoir traîner là où quelqu'un pourrait la trouver. Le regard de Harry descendit jusqu'à la nappe qui s'était alors décorée d'un motif endeuillé fait de fleurs et d'ombres noires. Cela semblait trop triste pour être imaginé. Le grand serpent de Serpentard avait seulement voulu aider Lord Voldemort et ce dernier l'avait juste. Et il y avait quelque chose d'insupportablement douloureux dans cette image. Quel genre de personne ferait ça à un être qui ne lui avait offert rien d'autre que de l'amitié? Pensez-vous que le Seigneur des Ténèbres aurait... Oui, dit le professeur Quirrell d'un ton catégorique. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom a laissé un sacré sillage de corps derrière lui, monsieur Potter. Je doute qu'il ait omis celui-ci. S'il y avait d'autres artefacts mobiles dans la chambre, il les aura aussi pris avec lui. Il pourrait toujours y avoir quelque chose qui mérite d'être vu dans la chambre des secrets, et en la trouvant, vous prouveriez être le véritable héritier de Serpentard. Mais n'y comptez pas trop. J'ai idée que tout ce que vous y trouverez seront les restes du monstre de Serpentard, reposant paisiblement dans sa tombe. Ils restèrent silencieux pendant quelques instants. Je pourrais avoir tort, dit le professeur Quirrell. Ce n'est en fin de compte qu'une conjecture, mais je souhaitais vous prévenir, monsieur Potter, afin que la déception ne soit pas trop douloureuse. Harry hocha légèrement la tête. On pourrait presque en venir à regretter votre victoire d'enfant, dit le professeur Quirrell. Son sourire se tordit. Si seulement vous savez qui avait vécu, vous auriez pu le persuader de vous enseigner une partie du savoir qui aurait alors été votre héritage, transmis d'un héritier à l'autre. Le sourire se tordit encore plus, comme pour se moquer de l'impossibilité, évidente même au vu de cette supposition. Note à moi-même, pensa Harry avec un léger frisson et une pointe de colère, m'assurer d'extraire mon héritage de l'esprit du Seigneur des Ténèbres, d'une façon ou d'une autre. Il y eut un autre silence. Le professeur Quirrell regardait Harry comme s'il s'attendait à ce que ce dernier lui demande quelque chose. « Eh bien, dit Harry, puisqu'on en parle, pourrais-je vous demander comment toute cette histoire de fourche-langue... » On frappa alors à la porte. Le professeur Quirrell leva un doigt comme pour le mettre en garde, puis il l'ouvrit d'un geste. La serveuse entra, tenant en équilibre un immense plateau sur lequel se trouvait leur plat, comme si l'ensemble n'avait rien pesé. De fait, c'était probablement le cas. Elle donna son bol de soupe verte et un verre de son chianti habituel au professeur Quirrell, et elle plaça devant Harry une assiette de petits morceaux de viande trempés dans une sauce qui semblait épaisse, plus un verre de son soda à la mélasse habituelle. Puis elle s'inclina, parvenant à donner au salut une apparence de respect sincère plutôt que de politesse formelle, et elle s'en fut. Le professeur Quirrell leva de nouveau un doigt demandant le silence et il sortit sa baguette. Il commença alors un certain enchaînement d'incantations que Harry reconnut, et cela le fit inspirer brutalement. C'était la série et l'ordre que M. Bester avait utilisé, l'ensemble complet de 27 sorts que vous utiliseriez avant de parler de quoi que ce soit de vraiment important. Si la discussion sur la chambre des secrets n'avait pas été importante... Quand le professeur Quirrell eut fini, il avait réalisé 30 sorts, dont 3 que Harry n'avait jamais entendus. Le professeur de défense dit « Nous ne serons pas interrompus avant un moment. Sauriez-vous garder un secret, monsieur Potter ?» Harry hocha la tête. « Un secret sérieux, monsieur Potter, » dit le professeur Quirrell. Ses yeux étaient attentifs, son visage solennel. « Un secret qui pourrait m'envoyer à Azkaban. Réfléchissez avant de me répondre. » Pendant un moment, Harry ne vit même pas pourquoi il pourrait être difficile de répondre à la question étant donné sa collection de secrets en constante augmentation, puis... Si ce secret peut envoyer le professeur Quirrell à Azkaban, ça veut dire qu'il a fait quelque chose d'illégal. Le cerveau de Harry fit quelques calculs. Quel que soit le secret, le professeur Quirrell ne pensait pas que son acte illégal aurait un impact négatif sur son image aux yeux de Harry. Il n'avait aucun avantage à ne pas connaître le secret. Et si cela révélait quelque chose de mauvais au sujet du professeur Quirrell, il serait alors tout à l'avantage de Harry de le savoir, même s'il avait promis de ne le dire à personne. « Je n'ai jamais eu grand respect pour l'autorité, » dit Harry, « y compris les autorités légales et gouvernementales. Je garderai votre secret. » Harry ne prit pas la peine de demander si la révélation valait le danger qu'elle poserait au professeur Quirrell. Le professeur de défense n'était pas stupide. « Alors je dois vérifier que vous êtes vraiment un descendant de Salazar, » dit le professeur Quirrell, et il se leva de sa chaise. Harry, mu plus par un réflexe et par son instinct que par un calcul, se propulsa hors de sa propre chaise. Il y eut un flou, un passage, un mouvement soudain. Harry interrompit son bond en arrière paniqué, se retrouva à mouliner des bras et à essayer de ne pas tomber, tandis qu'un flot d'adrénaline s'écoulait frénétiquement dans ses veines. À l'autre bout de la pièce ondulait un serpent d'1 mètre de haut, aux yeux verts vifs et au corps tortueusement recouvert de bandes bleues et blanches. Harry ne s'y connaissait pas assez en serpent pour reconnaître l'espèce, mais il savait que couleur vive signifiait venimeux. La sensation funeste avait ironiquement diminué après que le professeur de défense de Poudlard se fût transformé en un serpent venimeux. Harry déglutit et dit « Salutations à... Salutations !» « Alors, siffla le serpent, vous parlez, j'entends, je parle, vous entendez ?»« Oui, je comprends, siffla Harry. Vous êtes un animagus ?»« Bien sûr, siffla le serpent. 37 règles, numéro 34, devenir un animagus. Tous les gens censés le font s'ils en sont capables. Très rare, donc.
Les yeux du serpent étaient des surfaces plates logées dans des abysses noirs, des pupilles noires acérées au milieu d'espaces gris. C'est le moyen de se parler le plus sûr. Voyez-vous pourquoi? Personne d'autre ne nous comprend, même s'ils sont des serpents animagus, pas à moins que l'héritier de Serpentard ne le veuille. Le serpent émit une série de courts sifflements que le cerveau de Harry traduit en un rire sardonique. Serpentard pas stupide, serpent animagus pas pareil que fourche-langue, serait énorme défaut dans le plan. Eh bien voilà, qui soutenait certainement que le fourche-langue était une magie personnelle, pas le résultat d'une population de serpents sentientes dotée d'un langage qu'un humain vous pouvait apprendre. Je ne suis pas enregistré, siffla le serpent. Les abysses noirs fixaient Harry. Les animagus doivent être enregistrés. La peine est 2 ans d'emprisonnement. Garderez-vous ce secret, mon enfant? Oui, siffla Harry. Ne briserai jamais notre promesse. Le serpent sembla rester immobile, comme sous l'effet d'un choc, puis il se remit à onduler. Nous reviendrons dans 7 jours, amener cap pour passer sans être vus, et sablier pour déplacement dans le temps. Vous savez, siffla Harry, éberlué. Encore la série de courts sifflements rapides qui se traduisaient par un rire sardonique. Vous arrivez à mon premier cours alors que vous êtes encore dans un autre. Abattez vos ennemis avec tarte, de rappel-tout. Laissez tomber, siffla Harry. Question stupide. Oubliez que vous étiez malin. Serait idiot de l'oublier, dit le serpent. Mais le sifflement ne révélait pas d'offense. Sablier est restreint, dit Harry. Ne peut pas utiliser avant 9e heure. Le serpent se tordit le cou, un hochement de tête reptilien. Nombreuses restrictions, utilisable seulement par vous, ne peut être volé, ne peut transporter d'autres humains, mais serpent porté dans bourse viendra avec, je pense. Pense possible de tenir sablier immobile dans coque sans se faire repérer pendant que vous tournerez la coquille. Testerons dans 7 jours. Ne parlerons pas de ce qui vient après. Vous ne dites rien à personne. Ne donnez aucun signe d'attente. Aucun. Compris? Harry hocha la tête. Répondez en paroles. Oui. Ferez comme j'ai dit? Oui. Mais... Harry émit un grincement vacillant que son esprit traduit par un hésitant. Je ne promets pas de faire quoi que ce soit que vous n'avez pas dit. Le serpent eut un frisson que l'esprit de Harry traduit par un regard sévère. Bien sûr que non. En discuterons à prochaine rencontre. Le flou et le mouvement s'inversèrent, et le professeur Quirrell était de nouveau là. Pendant un moment, le professeur lui-même sembla onduler comme l'avait fait le serpent, et ses yeux semblèrent froids et plats. Puis ses épaules se redressèrent, et il fut de nouveau humain. Et l'aura de sensation funeste était revenue. La chaise du professeur Quirrell fila vers lui et il s'y assit. « Il serait absurde de gâcher ceci, » dit le professeur Quirrell en se saisissant de sa cuillère, « même si, pour l'instant, je préférerais une souris vivante. On ne peut jamais tout à fait délier un esprit du corps qu'il porte, voyez-vous ?» Harry reprit lentement son siège et commença à manger. « Alors finalement, la lignée de Serpentard n'est pas morte avec vous savez qui, » dit le professeur Quirrell après un moment. Il semblerait que des rumeurs disant que vous êtes maléfique ont déjà commencé à se répandre parmi notre cher corps étudiant. Je me demande ce qu'il penserait s'il savait. « Oh, s'il savait que j'ai détruit un détraqueur, » dit Harry, et il haussa les épaules. « J'imagine que toute cette histoire s'apaisera à la prochaine fois que je ferai quelque chose d'intéressant. Hermione a du mal, cela dit, et je me demandais si vous auriez des suggestions pour elle. » Le professeur de défense but quelques cuillerées de sa soupe en demeurant silencieux, puis, et lorsqu'il parla, sa voix était étrangement neutre. « Vous tenez vraiment à cette fille ?»« Oui. » dit doucement Harry. « J'imagine que c'est pourquoi elle a été capable de vous sortir de votre détraquage. »« Plus ou moins, » dit Harry. La phrase était vraie en un sens, mais pas précise. Ce n'était pas que sa personnalité détraquée s'était souciée de Hermione, mais qu'elle avait été désorientée. Je n'avais pas de tels amis quand j'étais jeune. Toujours la même voix vide d'émotion. Je me demande ce qui serait advenu de vous si vous aviez été seul. Harry frissonna avant de pouvoir s'en empêcher. Vous devez éprouver une grande gratitude pour elle. Harry hocha la tête. Pas tout à fait exact, mais vrai. Alors voilà ce que j'aurais dû pu faire à votre âge, s'il y avait eu quelqu'un pour qui le faire.